questions ici. Je fais partie de l'équipe de l'EPCA et je voudrais souhaiter à tout le monde la bienvenue au 9e événement de l'EPCA sur les stratégies de l'alcool et les plans d'action. On a un programme bien chargé aujourd'hui avec des invités et des membres du panel et on aura une séance de questions à la fin. Alors, commençons. Je voudrais d'abord reconnaître le peuple Lekwungen sur lequel l'Université de Victoria est établie et les nations de Squamish aussi. Le cercle jaune montre où est l'université et j'ai l'impression que c'est très important de reconnaître cela aujourd'hui, spécialement lorsque l'on parle de consommation d'alcool et de substances ici au Canada. On a des invités d'un peu partout au Canada. Alors, s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui aimeraient partager les reconnaissances du territoire, je vous invite à le faire. Je voudrais prendre le temps aussi donner la parole à Tim Levy, notre directeur, qui va parler de Harold Johnson, qui est décédé un peu plus tôt cette année. C'est un grand contributeur au projet. Et nous allons parler de son travail ici sur sa stratégie. Merci, Amanda. Nous voulions reconnaître et prendre le temps de réfléchir à Harold Johnson, qui était vraiment un géant dans plusieurs domaines. Mais on se souvient de lui aujourd'hui à cause de sa stratégie sur l'alcool. Son épouse qui est ici aujourd'hui et lui ont fait beaucoup de travail dans le Nord et on va en parler un peu plus tard. Mais brièvement, Harold est né en Saskatchewan. Il a joué plusieurs rôles. Il a été piégeur, il a travaillé dans les syndicats, il a été minier aussi, travailleur minier. Il est allé à l'école du droit de Harvard et est revenu pendant plusieurs années. A été un prosécuteur de la couronne en Saskatchewan. Il était très impliqué dans les politiques sur l'alcool et un grand défendeur aussi. Il comprenait aussi qu'il fallait faire beaucoup de travail pour prévenir les préjudices. Il comprenait aussi très bien les limites des approches juridiques pour faire face à ces problèmes. Et au point de vue personnel, il a écrit plusieurs livres, mais Firewater, How Alcohol is Killing My People and Yours, c'est le meilleur livre que j'ai lu sur l'alcool et un des meilleurs livres que j'ai lus en tout. Alors, ma contribution aujourd'hui, c'est de vous encourager, si vous ne l'avez pas déjà fait, à lire les livres de Harold. Et comme Amanda l'a dit, on est très honorés d'avoir pu profiter de l'aide de Harold à l'EPCA, qui a participé d'ailleurs à notre tout premier webinaire. Alors, on pense à lui aujourd'hui. Et je donne la parole au prochain présentateur. Merci, Tim. Alors, quelques points administratifs. Il y aura une présentation pour présenter tout le monde par Norman Kingsbridge. Ensuite, une discussion de groupe et une séance de questions à la fin. C'est un gros programme pour 90 minutes. Nous allons enregistrer la présentation et la discussion de groupe, mais nous allons la désactiver pour la séance de questions. Cet enregistrement et d'autres ressources seront envoyées après le webinaire. Si vous avez des difficultés techniques, veuillez m'envoyer un message direct ou écrire à Tina ou à Nicole ou Kate. Envoyez-nous un message et nous allons essayer de vous aider. Si vous êtes une personne qui a des expériences de vie, nous pouvons aussi vous aider au point de vue monétaire. Vous n'avez pas besoin de vous réidentifier. Nous savons qui participe à la séance aujourd'hui. Nous avons un service de traduction simultanée en français. Et voici un petit guide pour y accéder.
allons aussi vous présenter les panélistes. Encore une fois, à la séance de questions, veuillez utiliser la boîte de clavardage pour poser vos questions en tout temps. Même si quelqu'un est en train de parler, je vais modérer cette section et je ferai de mon mieux pour poser les questions qui ont été posées plus tôt dans la séance. Si vous préférez poser votre question, je vais lire les questions, mais si vous préférez la poser à voix haute, ça va très bien. Vous pouvez lever la main et nous vous demanderons de poser votre question à voix haute. Et si vous voulez poser une question anonyme, ce que vous pouvez faire, bien sûr, envoyez-moi un message direct et je la lirai pour vous de façon anonyme, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont mal à l'aise à cette idée. Et j'ai le plaisir de présenter Norman Ginsbrook. Vous l'avez vu durant plusieurs de nos séances. C'est souvent ce que je fais aujourd'hui. Il est scientifique émérite de l'Institute for Mental Health Policy Research au CIMH à Toronto et un chercheur fondateur de l'équipe de projet de l'EPCA. Il a aussi fait partie de plusieurs équipes nationales et internationales. Au cours des années, sa carrière a été consacrée à la production de recherches basées sur les preuves pour réduire et pour prévenir les préjudices causés par l'alcool. On est heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Il va parler de stratégie sur l'alcool et nous donner un aperçu global. Merci beaucoup. Alors, la stratégie, le plan d'action guide nos efforts pour prioriser les initiatives stratégiques, les interventions des gouvernements pour essayer d'adresser les objectifs pour prévenir les préjudices de l'alcool en 2022. Il y a eu des exemples en Écosse en 2018 et en Irlande en 2018. Les Écossais et les Irlandais, leurs documents vont être publiés dans le clavardage. J'aimerais parler de pratiques exemplaires. Elles doivent être autonomes. Les stratégies et les plans d'action qui sont spécifiques à l'alcool et non associés à la drogue ou à la santé mentale. Elles doivent aussi inclure une gamme de politiques qui sont basées sur la preuve. Vous les voyez ici, je ne vais pas les lire, mais ce sont des éléments de l'EPCA et qui devaient être développés sans l'influence de l'industrie de l'alcool. Il doit y avoir des mécanismes en place aussi pour les surveiller et les documenter. Une situation comme la présente ici au Canada. Vous voyez, dans des juridictions, ils ont des stratégies actives, dans d'autres, elles sont en développement. Et dans les territoires du Nord-Ouest et en discussion à l'île du Prince-Édouard et non actifs ailleurs et au niveau fédéral, et parfois inconnus. Par exemple, au Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse et au Québec. La stratégie nationale recommande. Les recommandations n'ont jamais été endossées par le gouvernement fédéral. La NIS n'inclut pas les recommandations non plus. J'ai l'honneur de présenter le Dr. Robert Strang. Vous l'avez peut-être vu à la télévision et à la radio durant la COVID, par exemple, où il a souvent parlé des initiatives
pour contrôler la propagation de la maladie. Dr. Bostring est un médecin spécialiste en santé publique et le médecin en chef de la santé pour la province de la Nouvelle-Écosse. Il promeut des mesures stratégiques qui créent un environnement qui soutient la santé et qui réduit les préjudices causés par l'alcool. Il a aussi été impliqué dans le développement de la stratégie de l'alcool provincial de la Nouvelle-Écosse. C'est un membre du comité consultatif sur la stratégie nationale de l'alcool. Merci beaucoup, Norman. Je suis très heureux de pouvoir me joindre à vous aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas Norman, j'aimerais vous remercier pour votre leadership au fil des années. Merci beaucoup et j'aimerais remercier aussi tous les participants. Votre engagement envers ce problème très important et le fait que vous vouliez faire une différence est très important. Merci beaucoup. Et c'est un travail qui est très difficile, comme vous le savez tous. Je vais vous parler brièvement. Je vais vous parler de mon expérience au point de vue provincial et national. Je vais vous parler des occasions aussi ou de l'importance des stratégies, particulièrement en ce moment, et de ce que l'on peut faire pour faire avancer et progresser les approches pour prévenir les préjudices. J'ai travaillé au point de vue provincial. J'ai développé la stratégie sur l'alcool de la Nouvelle-Écosse, dont on a tiré plusieurs leçons. Les stratégies ont été développées par un ministère du gouvernement et différentes branches, en plus d'employés de la santé publique. Cette stratégie n'est jamais allée malheureusement plus loin qu'un seul ministère. Elle n'a pas été adoptée plus largement. Elle n'a pas eu d'impact important sur les politiques, sinon que des discussions immédiates il y a plusieurs années suite à différents événements. Lorsque l'on a pu créer un prix minimum pour l'alcool en Nouvelle-Écosse, mais c'est tout. Et je crois que c'est dû à quelques raisons. Les leçons que je tire sont que c'était une stratégie qui, par nécessité, touchait à plusieurs paliers de gouvernement, mais il n'y a pas eu d'engagement. Alors, il n'y a pas eu de responsabilisation. Personne n'en a pris la responsabilité, que ce soit le ministère des Finances ou d'autres ministères impliqués. Et ce qui est plus important, je pense, c'est qu'elle a été développée en fonction d'un cadre de travail approprié, mais il n'y a pas eu d'engagement public. Et vous avez sûrement tous fait cette expérience. Faire avancer les politiques sur l'alcool est très difficile et je crois que ces politiques doivent venir de la population, doivent être populaires au départ et sans voix communautaire très forte. On doit faire les choses différemment. Alors, un problème pour nous, c'était le manque d'engagement gouvernemental et communautaire. Alors, cette stratégie n'est restée qu'un document. Il n'y a pas eu de suivi, malheureusement. J'ai aussi participé depuis 2008 ou 2009. Je représentais en tant que médecin-chef pour la santé publique. Et comme Norman l'a dit, un des défis principaux que l'on a rencontrés là, c'est la présence de l'industrie à la table de discussion. Plusieurs d'entre nous, du côté de la santé, étaient très heureux de voir ça, très heureux de leurs restrictions et du comité consultatif, mais
le fait que l'industrie était à la table pour discuter de l'orientation de la stratégie, leur procure de l'information qui ensuite est utilisée loin de la table pour influencer l'élection de représentants du gouvernement. Alors, de l'intérieur, leur position à la table était donc utilisée pour retarder ou pour bloquer des activités importantes que nous voulions mettre de l'avant dans notre stratégie nationale sur l'alcool. Alors, on a tiré de grandes leçons d'avoir pu parler avec l'industrie de l'alcool, d'avoir leur point de vue, si vous voulez, mais il faut faire bien attention à leur présence. J'ai aussi beaucoup participé dans ma carrière sur le contrôle du tabac. Beaucoup du travail que l'on a fait pour contrôler le tabagisme depuis le début des années 2000 ont réussi. Il y a eu de grandes réductions, mais cela a commencé au niveau municipal avec la voix de la communauté, les communautés qui demandaient à ce que les choses changent. Et les décideurs étaient près de la population. Et je crois que ce sont des leçons importantes à considérer si on veut faire avancer et progresser nos initiatives. Par rapport au contrôle du tabac, il y avait aussi des preuves très importantes sur la fumée secondaire et ses effets, et cela nous a beaucoup aidé à avoir du momentum parce que c'est devenu un problème non seulement pour les fumeurs et leurs préjudices, mais pour les personnes autour d'eux. Alors, je crois que l'on doit bien comprendre, avoir plus d'informations et comprendre les impacts de l'alcool, de la consommation d'alcool, mais à un niveau plus large sur les familles, quels sont, sur les consommateurs secondaires, si vous voulez, dont nous sommes tous victimes en tant que contribuables. Et je crois que c'est une façon importante de cadrer notre travail pour progresser. Ce que je crois qui est important aujourd'hui, il faut articuler, il faut parler de ce qui se passe maintenant. On est bien établi, on a de l'information qui est récoltée et qui est probante. Il y a deux problèmes qui sont peut-être des occasions. On sait que malheureusement, une des conséquences de COVID a été une hausse de la consommation d'alcool et d'autres substances. Mais notre système de santé aussi, tous nos systèmes partout au pays, et je le dis de façon délibérée parce qu'on a 13 systèmes de santé ici, subissent une très grande pression. Je crois qu'on a l'occasion d'essayer d'atténuer cette demande. Et ça, c'est un problème dont ils vont parler publiquement. À Halifax, par exemple, il y a beaucoup de discussions. Ça a été retardé, bien sûr, à cause de Fiona, mais on devait en parler à Dalhousie. Parler des impacts sur les urgences qui sont déjà soumises à de grands stress. Alors, comment est-ce qu'on peut cadrer notre situation actuelle pour prendre des mesures? Comment engager les communautés en disant il y a un status quo et voici où on en est, voici quels sont les impacts et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses si ça ne nous convient pas.
Je voudrais reconnaître aussi l'importance d'avoir une approche holistique, complète, basée sur la preuve, euh, pour présenter tout ça aux communautés, pour avoir une conversation, pour faire des choses différentes, pour le présenter aussi aux décideurs, parce que ces problèmes sont complexes et composés de différents éléments. Si on ne peut pas articuler une approche complète, alors on va passer à côté de messages importants et essentiels qui peuvent avoir des impacts importants. Et je l'ai déjà vu, même si on présente une stratégie complète, les discussions peuvent évoluer sur des messages précédents. Et les réponses sont, c'était pire avant, bien pire avant. C'est difficile d'avoir l'approbation, même si on a un cadre de travail. Mais sans cadre de travail, ça va être très difficile parce que des initiatives singulières vont être mises de côté. Je voudrais aussi reconnaître le travail de l'EPCA, qui est très important, qui présente une approche complète, avec 10 secteurs d'intérêt. Ça aide beaucoup, c'est très utile. Ça nous aide à présenter tout ça devant nos décideurs pour dire on échoue dans différents domaines, spécialement si on peut comparer à d'autres provinces en disant dans d'autres parties du Canada, les choses vont beaucoup mieux. Alors, en ayant cela, en ayant cette évaluation, cet outil comparatif est très important et il faut continuer à faire avancer ce travail. Je vais terminer en vous parlant de ce que je considère comme étant des occasions pour avancer et avoir une approche complète pour réduire en général les préjudices causés par l'alcool. Alors, les lignes directrices qui sont présentement revues, peut-être que j'ai des biais, bien sûr, je le suis parce que je suis sur le comité consultatif, mais je crois qu'il faut donner de l'information aux Canadiens pour les aider à orienter leurs choix pour qu'ils soient objectifs. Pour se fier à la science, quelles sont les données les plus récentes sur les préjudices causés par l'alcool, sans jugement, pour aider les Canadiens à être informés et avoir évidemment des conversations sur comment pouvons-nous informer les Canadiens. Ils ont besoin d'informations sur les normes, des points de vue sur les préjudices potentiels, le cancer, etc. Alors, cela ouvre la porte à des conversations stratégiques sur l'offre d'informations aux Canadiens. C'est important parce que l'on doit avancer dans ce domaine et avoir cet objectif qui vise l'information nous aide à nous éloigner un peu des contentieux sur le contrôle, la prohibition et d'autres problèmes de ce genre, ce que l'industrie de l'alcool va utiliser, évidemment. C'est une occasion donc pour progresser de façon très constructive. Au point de vue fédéral, le gouvernement va lancer une consultation sur la légalisation du cannabis. Il y a un risque là, évidemment, parce que l'on voit de la pression de l'industrie sur l'ouverture, le renforcement du marketing, etc. Il y a du travail à faire d'un point de vue de la santé publique pour avoir une approche forte, celle que l'on a sur le cannabis.
le cannabis, pardon, et le tabac. Et nous avons donc l'occasion ici de dire, mais pourquoi y a-t-il un contraste si grand entre ce que l'on autorise pour l'alcool et le tabac et le cannabis? Alors, ces comparaisons, pour moi, sont très importantes et il faut en parler, il faut poser la question, pourquoi? En plus de cela, on a fait de très grands progrès. Il y a beaucoup de travail à faire encore, mais sur la progression des approches pour réduire les préjudices. On fait avancer les politiques, mais ultimement, il faut avoir une approche de réduction des préjudices. Comment doit-on accepter le fait que des personnes vont consommer de l'alcool d'une façon ou d'une autre, alors que l'on fait des politiques, comment s'assurer qu'il n'y a pas plus de préjudice, surtout pour les personnes marginalisées, pour ne pas accroître leur risque dans notre approche. Et je crois que là, on peut apprendre beaucoup des avancées que l'on a faites, notamment dans le domaine des drogues de la rue. En parler aux élus, aux membres du public. Comme je l'ai déjà dit, dans l'état dans lequel notre système de soins est, on peut dire, on sait à quel point l'abus d'alcool, quel impact cela a sur notre système de santé. On peut donc dire, on doit faire des changements ici dans ce secteur. Ça nous permet d'avoir des discussions avec des élus, avec des décideurs au point de vue régional, dans les ministères aussi. Mais aussi, cela peut nous aider à mobiliser la voix des fournisseurs de soins de santé, comme ça a été le cas dans le domaine du tabac. Les infirmières, par exemple, qui ont beaucoup aidé à faire avancer les politiques sur le tabagisme. Il y a beaucoup de personnes là, qui comprennent les problèmes des premières lignes et parce qu'elles offrent des soins. Mon expérience aussi à Halifax, comme je l'ai dit, hors campus, cela se passe un peu partout au pays, les activités hors campus. Il faut entre membres de la communauté qu'on discute de ce qui se passe, qu'on se demande si cela nous convient et sinon, comment est-ce qu'on fait avancer les choses. À Halifax, par exemple, il y a une discussion continue avec la santé publique pour avoir des groupes communautaires, la police, les universités, les services sociaux et de soins de santé et d'autres personnes dans les communautés, y compris les étudiants, pour discuter de, bon, comment est-ce qu'on peut faire ça différemment. Et c'est une occasion ici aussi d'avoir une conversation sur l'alcool et ses aspects très différents. Comment est-ce que l'on peut faire une différence, pardon. C'est très difficile, selon moi, de lancer la discussion dans les communautés pour changer les choses parce que il y a plusieurs personnes et plusieurs collectivités qui sont impliquées et qui veulent maintenir le status quo. Mais je vous ai parlé ici d'occasions aujourd'hui que l'on peut utiliser pour faire avancer la conversation. Je vais arrêter ici. Je ne sais pas, Amanda, si on a le temps pour des questions, mais merci. Thanks, Robert. We may save the questions for the end. Merci, Robert. On posera les questions à la fin, mais merci. Vous ouvrez la voie à plusieurs réflexions. Je sais que quand vous parlez d'approche populiste, je crois que ça touche beaucoup de gens ici présents aujourd'hui. Nous allons maintenant, si vous avez des questions, pardon, vous pouvez les écrire dans le clavardage et nous y reviendrons à la fin.
Je voudrais que l'on continue pour avoir la chance pour que tout le monde puisse prendre la parole. Nous allons maintenant passer à la discussion du groupe. Nous avons 4 panélistes et notre modérateur, Mark Ellsbridge, qui est un professeur au département de santé communautaire d'épidémiologie de l'Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse. Il a été un co-chercheur avec les PCA. Il est avec nous depuis le tout début. Il a de l'expertise dans des mesures contre l'alcool au volant. Merci, Amanda. Merci de me donner la chance de modérer. Ça va être une discussion intéressante. Et avant de présenter nos membres, je voudrais dire que je suis à l'Université Dalhousie, à l'École de médecine, sur les territoires ancestraux des Mi'kmaq. Nous avons la responsabilité de continuer à nous éduquer et de collaborer avec nos communautés Mi'kmaq. Et nous reconnaissons l'histoire aussi de la population africaine de la Nouvelle-Écosse. J'ai le plaisir de vous présenter les membres de notre panel et nous parlerons ensuite. Je vais leur poser des questions et nous ouvrirons ensuite la discussion à d'autres membres du panel. Bree Denning est une conseillère principale sur l'utilisation problématique d'assistance avec le département de services de santé et sociaux avec le gouvernement des territoires du Nord-Ouest. Bree a participé à l'EPCA 2.0 en tant qu'utilisatrice des connaissances. Debbie Curtis est une consultante en santé mentale et dépendante du département de la santé et des services communautaires du Labrador et de Terre-Neuve, consultante principale du plan d'action sur l'alcool provincial qui a été lancé en juillet de cette année. Nikki Legg est la directrice provinciale de la santé mentale et de la dépendance avec le département de santé et de services communautaires du Terre-Neuve et Labrador. Elle a dirigé le développement d'initiatives électroniques en santé mentale dans la province pendant 10 ans. Joanne Johnson est membre des Waptura Youth Bay de la nation Oglala Sioux. Elle vivait avec son feu mari Harold sur sa ligne de piège au nord du lac Montréal de Saskatchewan avant de s'installer à Gabriola en Colombie-Britannique. Avec ses antécédents en développement de justice et communautaire, elle a travaillé avec son mari sur la stratégie sur l'alcool en 2016 et elle continue aujourd'hui à travailler en tant que mentor et consultante. La première question sera pour Nikki. Je vais essayer de chronométrer le tout, mais je crois que vous pouvez parler autant que vous le voulez. Qui étaient les principales personnes impliquées dans la stratégie ou le plan d'action? Je vais passer la parole à Debbie, qui va parler des personnes impliquées dans le plan. Merci à tous. Notre plan a été tiré d'un plan d'action précédent. Dr. Gersbrick a joué un rôle en 2016 et cela nous a aidé à donner forme à nos recommandations. Avec notre comité, un groupe de travail avec différents ministères du gouvernement, justice, santé publique, véhicules motorisés aussi avec le gouvernement autochtone, tourisme, culture, récréation et finances. En plus de ces ministères, il y avait des organisations communautaires qui ont travaillé avec nous et du support de pairs aussi.
Nous avons fait des partenariats aussi avec l'Université Memorial. Avec ce groupe de travail, nous avons développé le plan d'action sur l'alcool. Nous avons consulté aussi CCSA et notre conseil provincial avec des personnes qui ont des expériences de vie et nos partenaires aussi autochtones. Alors, plusieurs personnes ont participé à la création de ce plan d'action et Marc, dans notre province, ces personnes-là se sont rassemblées pour créer des changements, mais la raison d'être était évidemment différente. Terre-Neuve et Labrador est une province où il y a beaucoup de consommation d'alcool. En fait, cette consommation excède les autres provinces du Canada. Les impacts sont donc très grands ici. En tant que densité, on doit expliquer ici au public et à nos partenaires que selon des sondages en Terre-Neuve, la densité est plus grande ici qu'ailleurs au Canada. Cela inclut les magasins d'alcool. En comparaison, après serait Québec. Alors, on en a 201 comparativement au Québec, qui en a 119. Et dans les autres provinces, c'est 14 et 18. C'est un très grand problème dans notre province et plusieurs personnes ont lu le rapport de l'EPCA. Vous avez vu nos résultats. Alors, on avait vraiment besoin de changer et il fallait que Dr. Gisbrick a présenté des données importantes pour dire comment nous pouvons changer les choses et avoir un plan d'atténuation. C'est très intéressant. Il y avait beaucoup d'intervenants d'autres gouvernements. Et, cela m'impressionne beaucoup. L'implication de différents groupes. Je ne sais pas s'il y a d'autres membres du panel ici qui aimeraient commenter sur les personnes impliquées dans leur stratégie ou plan d'action, si vous voulez. I'm going to ask a question directed to Joan. Je vais poser une question à Joan. Qu'avez-vous appris du processus dans votre juridiction? J'aimerais remercier l'hommage qui a été rendu à Harold. Je crois que c'est important de reconnaître que Harold était un instigateur dans le domaine du travail qui a été fait en Saskatchewan et partout au Canada. Il a écrit un livre qui s'appelle Firewater. Et dans le livre, il dit qu'il faut ouvrir la conversation et en disant qu'on pouvait parler de l'alcool sans danger. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a permis aux gens d'examiner leur relation avec l'alcool et de modifier leur récit. En Saskatchewan, on a fait les choses un peu différemment. On n'a pas passé du gouvernement. Alors, on a commencé à la base avec les communautés. En 2016, Harold et moi-même et un collègue de justice du ministère de la Justice, nous avons développé une stratégie pour gérer les préjudices causés par l'alcool dans nos communautés. Nous avons fait une grande recherche sur les pratiques exemplaires et des consultations dans nos communautés. Ça a été un élément très important.
Qu'est-ce que la communauté a à dire? Qu'est-ce que le leadership a à dire? Qu'est-ce que l'on peut faire dans une communauté? Et c'est là où on a commencé. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je voulais offrir cette information sur la stratégie en Saskatchewan. Si je comprends bien, vous parlez de l'engagement actif de la communauté qui a été au centre vraiment de votre processus. Est-ce que d'autres membres aimeraient aussi parler du processus auquel elles ont participé? Yes, Bree. I think our biggest takeaway from the process is just Pour nous, everyone is starting from a different spot. c'était que le point de départ de chacun est différent. Dans les territoires du Nord-Ouest, nous avons une population de 20 000 personnes avec beaucoup de restaurants et nous avons même des communautés où il y a de la prohibition. Est-ce que les gens veulent parler dans les communautés très différentes? Et lorsque l'on parle à différents leaders dans une pièce ensemble, les définitions sont toutes différentes. On doit donc s'assurer que l'on parle de la même chose, ce qui n'est pas le cas tout à fait aujourd'hui. Anyone else? Nikki, Yeah, I think, we're just able to share kind of a snapshot of how this work kind of embarked in our province, but Dans notre province, je ne veux pas que l'on pense que notre approche commençait au niveau du gouvernement parce que les communautés ont fait beaucoup de travail au point de vue de l'évaluation, par exemple, de la santé mentale et de la dépendance. C'est là où la discussion a commencé parce que notre ministère a un comité consultatif. Les communautés sont impliquées, mais elles parlent de sujets spécifiques, notamment de santé mentale et d'utilisation de substances qui rapportent à des ministères, qui revoient des politiques et des plans d'action. On avait une approche positive où les communautés faisaient des propositions et aussi des personnes qui étaient des décideurs dans nos ministères pouvaient nous aider à faire des propositions justes. Ça a donc été une approche collaborative et tous ces secteurs étaient impliqués. Il n'y avait pas que le gouvernement, cela n'aurait pas fonctionné. Je veux seulement réitérer le fait que la communauté a été très importante à la réussite de l'ébauche de notre liste. thank you. All right, I want to ask the next question. I want to direct it to. La prochaine question sera pour Bree. So what kinds of resistance did you Quelle experience? résistance avez-vous eu, avez-vous vécu? I had to tell a bit of the alcohol strategy origin story. Je dois parler de l'histoire de l'origine de la stratégie. Le premier rapport de l'EPCA qui parlait des provinces, j'ai dit, il faut avoir ça ici dans les territoires. Et c'est arrivé. J'étais très excitée. Et ça a été présenté à la Commission des liqueurs. Et il y a une tendance ici, une tendance vers l'exceptionnalisme nordique. Par exemple, la densité n'affectait que Yellowknife et dans d'autres communautés, il y avait il y avait des programmes. C'était très difficile d'atteindre des intervenants individuels. Alors, il y avait donc des choses où l'on ne pouvait pas comparer. On disait, cela ne s'applique pas à nous et c'était très frustrant. Et ça a mis un frein au processus. Mais les recommandations de créer une stratégie a permis à notre leadership d'avoir des fonds d'investissement et cela nous a beaucoup aidés. Et la porte a été ouverte encore une fois.
Et on se dit qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas comparables, mais qu'est-ce qu'on peut faire ici dans notre communauté? Et ça a été le point focal de notre travail. La résistance. AA philosophy that doesn't Il y a une philosophie ici qui n'est pas très ouverte à la réduction des préjudices. Joan Johnson et Harold Johnson et d'autres anciens ont été instrumentaux, nous aider à parler à des gens qui avaient une position très forte pendant très longtemps, parce qu'il y a seulement 15 ans que je suis ici dans le Nord et je suis donc un bébé ici. Et ces personnes qui ont été sobres depuis plus longtemps que je suis en vie ne vont pas m'écouter, mais lorsque l'on a des voix autochtones qui nous aident à parler de politique fondée sur la preuve, cela nous aide beaucoup et c'est très important. Alors, pouvoir se fier à ces experts pour véhiculer le message, cela nous a aidé beaucoup à faire progresser les choses parce qu'on avait des détracteurs ici. Thank you. Yes, we have that heroes and villains is a term we use in this On area. utilise les termes héros et vilains, oui, ici. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose quant à la résistance à laquelle ils ont été soumis? Les gens ont été encouragés à examiner leur relation avec l'alcool parce que l'on veut toujours pointer le doigt à quelqu'un d'autre et dire c'est pas nous, nous sommes le problème. Mais c'est chacun et chacune de nous, notre style de vie et comment on peut changer les choses pour réduire les préjudices dont on est témoin, pour pouvoir développer des habitudes qui sont saines et qui peuvent influencer nos communautés. Je crois que c'est notre défi. Le défi est d'altérer le concept de style de vie que les gens ont adopté. If I could just add, Mark, I think for us, I mean, Debbie and I have talked about this. Pour nous, Debbie et moi, on en parle beaucoup. On n'utilise pas nécessairement le mot résistance. Ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus, alors ça a pris beaucoup de travail au niveau stratégique. Et c'est exténuant pour nos partenaires. C'est pas que les partenaires ne veulent pas continuer à travailler pour nous, mais ils sont exténués. Nos partenaires communautaires ont dû changer leur fusil d'épaule, si vous voulez, pendant la pandémie. Et nous avons dû prendre les devants, prendre les rênes avec nos partenaires, mais pour atteindre le fil d'arrivée, il faut que nous puissions le faire nous-mêmes. Alors, c'est pas nécessairement des vilains, mais c'est parce que les personnes dans notre province, en tout cas, font preuve de complaisance beaucoup par rapport à l'alcool. Le mois dernier, une recommandation parlait de notre plan d'action. Nous avions des plans jumeaux, si vous vouliez, dans nos communautés. Nos communautés posaient beaucoup de questions. Nous avions aussi des héros locaux, Jeff Bourne, dans notre province. C'est notre ministère qui a pris en main ce plan et je crois de la complaisance dans notre communauté et il faut en tenir compte pour les 5 prochaines années. Dans notre province aussi et dans d'autres, l'alcool est vu comme un facteur de tourisme et économique. Et peu de gens viennent ici sans aller à John Street, où il y a à peu près 200 bars. Alors, c'est un attrait pour la province. Et je ne sais pas si on peut parler de vilain culturel, mais cette normalisation de l'alcool, de boire
c'est un élément normal aussi. Et avec ça, jumelé à ça, il y a l'industrie de la bière artisanale dans notre province qui explose, si vous voulez, dans nos petites communautés. C'est un des obstacles auxquels nous faisons face. Great, thank you. Yeah. I'm gonna direct the next question back. Je vais poser la prochaine question à Nikki. What concessions or compromises Quelles sont les concessions, les did you have to compromis que vous avez dû faire make in this process? durant ce processus? Debbie can fill in too if I miss something, but I Debbie peut m'aider si j'en manque, mais notre plan au début était très audacieux, avec beaucoup de politique, avec beaucoup de facteurs stratégiques, pardon, et nous avons réalisé très vite que nos partenaires, dont le ministère des Finances, qu'en tant que collectivité, il fallait tous être prêts en même temps à adapter les changements que nous voulions. Alors, nous avons changé notre approche. Nous avons parlé. Ce plan de 5 ans est un plan, c'est notre premier plan, en disant qu'il y en aurait d'autres, que c'était la première occasion d'établir nos fondations, de lancer des changements en comprenant que nous allons devoir continuer à faire du travail. Nous avons réussi à atteindre la ligne d'arrivée parce que nous avons dû faire des compromis. Par exemple, la révision, la densité et la tarification. Ça a été un de nos compromis. On veut continuer à collaborer et à parler de ce sujet et à apprendre aussi, évidemment, et à collecter plus de données. C'est notre premier plan et c'est notre compromis. Thank you, yeah. Joan, I would like to ask you a question. Joan, j'aimerais vous poser une question. Que diriez-vous à d'autres personnes qui travaillent sur des stratégies, peut-être des choses qu'il faut éviter ou les choses à faire de votre point de vue? Dr. Strang a dit plutôt dans sa présentation que les stratégies doivent être informées par les communautés. Je crois que c'est très important. On ne peut pas prendre de raccourcis et les approches ne sont pas standards, elles doivent être sur mesure. Il faut se demander est-ce que ces communautés ont les ressources nécessaires pour coper avec tout ce que cela va déclencher. Nous avons trouvé très important de créer des réseaux et travailler avec des projets basés sur la preuve qui sont déjà établis, avec la stratégie canadienne, par exemple, en utilisant l'information qui existe déjà. Je crois aussi que on a travaillé avec James Irvine pour développer des données de base, pouvoir surveiller et évaluer ces données est essentiel et ça l'est toujours. Nous avons lancé le plan en 2007. C'était un plan de 5 ans. Alors, on est présentement dans la deuxième partie du plan que l'on a développé pour la communauté. Je crois que c'est très important de pouvoir mesurer nos avancées, notre progression. 100%. Je suis bien d'accord. On a besoin d'avoir des données de lignes de base sans ces données. Il y a beaucoup de problèmes et votre commentaire est très à point. Savoir aussi ce que l'on présente. Il faut savoir, surtout dans le contexte du Nord. Docteur, on ne parle pas seulement d'alcool, on parle des écoles résidentielles, on parle d'abus. Il faut s'assurer donc on a des conseillers dans nos réunions qui sont présents et qui sont bien utilisés.
on ouvre une porte, c'est un peu la boîte de Pandore. Il faut considérer cela parce que si l'on veut réduire l'accès à l'alcool, on remplace cela par quoi en pensant à ce que l'alcool a fait pour les gens pendant des décennies? Any other panelists want to comment? D'autres interventions? Okay. So I'm going to come back to you, Bree. I have a Je vais question. redonner la parole à Brie. J'ai une question. It's not it's a question from a Cape perspective. And Une question du point de vue de l'EPCA. Est-ce que l'EPCA les informations de l'EPCA vous a aidé dans votre travail et comment? Le rapport et les ressources incluses dans le rapport, tous les articles utilisés. J'ai passé beaucoup de temps. Peut-être c'est moi qui ai cliqué 50% de fois sur le site web parce que j'ai lu le rapport plusieurs fois. Ça a été notre point de départ. Et on s'est aussi penché sur les sources de pratiques probantes, les sources, les auteurs aussi et les autres ressources. Alors, on a regardé tout ça très profondément pour se préparer, en fait. Parce qu'au début, on dit, bon, cela ne s'applique pas au Nord au départ. Et puis ensuite, on dit, bon, d'accord, alors voici ce que l'on peut faire dans nos communautés. Cela vient de l'Australie avec les populations autochtones, par exemple. Alors, le site web a été une source d'information et de connaissances et de réconfort aussi pendant les 2 dernières années. Et l'équipe, évidemment, qui est toujours prête à parler avec nous. C'est fantastique de pouvoir créer des relations et de connaître les personnes avec qui l'on travaille, savoir à qui poser nos questions. Norman est venu à Yellowknife avant que tout ferme, pendant la COVID. Il est venu nous parler, alors ça a été fantastique d'avoir l'équipe comme ressource, les webinaires aussi, pour pouvoir expliquer, dire voici, pour avoir des antécédents, pour avoir des suggestions. Fantastic. Yeah. Do others want to comment from the panel? Yeah, Debbie. Yes, Bree, I've studied that website. J'ai étudié ce site web et tous les liens aussi. Et, si on regarde le plan d'action de notre province, vous voyez que l'EPCA a eu un très grand impact et que l'on a inclus tout ça dans notre plan d'action. Une des choses qui nous a beaucoup aidé, comme Brie l'a dit, c'est que Kate a toujours été là pour nous soutenir, pour aussi nous aider à nous pencher sur nos résultats spécifiques. Depuis le début, comme je l'ai dit, Dr. Heinsberg a fait une présentation devant notre comité et cela nous a donné des preuves. Cela nous a donné une crédibilité pour travailler avec les décideurs politiques. Et vous savez, c'est un processus qui est complexe. Alors, avoir ces preuves a eu une valeur incomparable parce que notre équipe est petite ici et c'était fantastique de savoir que nous avions des collègues autour de nous qui nous offraient un soutien phénoménal. Oh, that's great. Thank you. Nikki? I was just going to say, like, you know, Debbie said that very well. The only way Debbie l'a bien dit. La seule façon de le décrire, c'est de dire que c'était comme une encre pour notre plan. Quelque chose qui nous ancrait. On savait qu'il y avait une transition lorsque l'on devait changer notre plan, mais le rapport de l'EPCA était vraiment notre ancre, notre pilier, si vous voulez. Et ça a été très important. Ça a tout bien tenu en place et cela nous a aidé à produire un produit cohérent. En tant que chercheur, j'aime toujours entendre dire que les gouvernements sont heureux d'inclure des données dans leurs travaux. Ce n'est pas toujours le cas. J'aimerais poser
une question à une personne qui n'est pas membre du public, pardon, de la discussion. Opal McInnes. La stratégie sur l'alcool du Nunavut a été dirigée par le ministère des Finances et j'aimerais savoir quel rôle vous avez joué au point de vue de la santé. Le ministère de la Santé a été engagé au début du développement du plan en tant que consultant pour identifier les secteurs prioritaires dans cette initiative. Cela impliquait aussi les socioservices et les jeunes. Il y a eu des défis, bien sûr, du fait que le plan a été dirigé par les finances parce qu'ils ne connaissaient pas, évidemment, les pratiques probantes dans le domaine. On a eu aussi des problèmes par rapport à l'engagement, mais pendant l'implémentation avec le ministère des Finances, j'ai vu qu'il y a eu une transition et plus de considération par rapport à notre approche. Et dans d'autres domaines aussi. Les ministères des Finances ont changé leur directive du fait de notre participation. Par exemple, pendant le cannabis, on a été invité à faire une présentation. Alors, il y a eu beaucoup de défis, mais aussi une belle relation a été créée et il y a eu des résultats positifs aussi suite à ce partenariat. C'est une situation très unique. Je suis heureux d'entendre parler de ce processus, de ce partenariat entre santé et finances parce que parfois ça peut avoir des résultats surprenants. J'ai une autre question, une dernière question avant la séance de questions. Nous avons encore du temps, alors c'est quelque chose d'un peu plus positif. On a parlé un peu de la résistance, mais j'aimerais aussi que Brie nous parle peut-être des opportunités ou des champions qui ont émergé pendant le processus. On a eu l'occasion, je ne veux pas dire que COVID a été une occasion, mais bien sûr, on a tous eu des problèmes, mais la hausse, la consommation de l'alcool dans la population nous a offert peut-être une plateforme et on a vu ça, les ventes ont augmenté et cela a attiré l'attention sur la consommation individuelle parce que on parle toujours, comme on l'a dit, on pointe le doigt, on parle de la rue, on parle des gens des sans-abri. Ces personnes-là ont des problèmes, pas moi. Mais je crois que la discussion autour de COVID nous a donné l'occasion de nous pencher sur nos comportements individuels. Et avec une nouvelle restriction, avec le CPA qui continue à avancer, avec l'évaluation des lois aussi et ces partenariats qui ont été créés. On parle maintenant, on a parlé de loi plutôt que de politique et tout cela est arrivé en même temps. Alors, je crois qu'on est à un moment où on peut avoir ces conversations et faire avancer les choses. D'autres membres du panel aimeraient ajouter quelque chose. Ici, dans notre province, on venait de terminer Toward Recovery avec des personnes qui avaient des expériences, qui participaient à la discussion. Cela nous a donné l'occasion de dire, OK, voici comment on procède, voici comment on fait des consultations et voici comment on s'assure que les personnes importantes sont assises à la table. Et ça a été une bonne occasion pour nous
parce que lorsqu'on a parlé du plan d'alcool, il y avait ces attentes. On s'est dit, OK, c'est comme ça qu'on va faire les choses encore une fois. On ne va pas parler de prohibition, on ne va pas dire aux gens quoi faire. On va utiliser la même approche qui vient des gens qui sont les plus touchés, en fait. Et je crois que ça a été positif. On a eu des champions, bien sûr. Une des personnes de notre conseil sur le rétablissement, Jeff Byrne, il a été un champion durant le processus, mais surtout pour faire avancer la politique et le plan d'action aussi à la fin. Alors, on était très reconnaissants envers lui et nous avons de travailler encore avec lui et avec d'autres dans la prochaine phase du plan. Les nouveaux champions que nous aurons autour de la table, on voulait toujours avoir des prestataires de soins primaires et on se demandait comment allons-nous pouvoir les inclure à la table. Notre chef de la santé a beaucoup de support, beaucoup de soutien et d'admiration de notre population et elle sera coprésidente de notre comité. Alors, on est très heureux. Avant COVID, on ne la connaissait pas, mais maintenant, on sait qui elle est. Alors, le fait de l'avoir à la tête de notre expertise et d'avoir son expertise, pardon, et sa passion est une grande occasion pour nous pour pouvoir avoir ce support de la population pour faire avancer ce plan et le mettre en œuvre et avoir des résultats positifs. Et ici, dans le Nord, ce n'est pas notre stratégie n'est pas juste au Nord, elle a pris de l'expansion et a la capacité d'aider d'autres communautés et d'autres provinces à développer leur plan d'action aussi. Il y a des opportunités. COVID a créé des obstacles dans tous les domaines, mais les choses reprennent et on a des intervenants dans tous les secteurs. Alors, nous parlons tous la même langue. C'était un problème auparavant, et ça l'était partout. Il y a beaucoup d'occasions qui s'offrent à nous. Les 2 dernières années ont été difficiles et les gens sont intéressés et sont inspirés à trouver des façons de changer le récit, changer les choses. Merci beaucoup. C'est la fin ici, en fait, des questions que j'avais. Nous allons maintenant passer à une séance de questions, mais je vais vous demander avant si vous avez d'autres commentaires, si vous voulez partager d'autres pensées, réflexions avec le groupe. Je voulais dire simplement souligner John et Harold Johnson, comment ils nous ont aidés à faire avancer les choses au début. Et le livre de Harold a inspiré beaucoup de nos conversations. C'est aussi un cadeau que nous offrons à nos participants, aux membres de notre panel, et le fait de propager son héritage est très important. J'aimerais vous remercier toutes. Merci de nous avoir offert votre expertise, votre expérience et merci de faire avancer aussi vos politiques et votre stratégie. C'est une leçon pour chacun et chacune de nous, des choses que l'on peut faire dans nos propres juridictions. Amanda va maintenant prendre les questions des participants au webinaire. S'il vous plaît. Je voudrais remercier tous nos invités, Dr. Strang, Mark Bridge, Joan Johnson, Bree Denning, Debbie Curtis, Nikki, et Opal d'avoir participé aujourd'hui.
Nous allons distribuer les diaporamas, l'enregistrement et d'autres ressources à nos membres. Nous les allons mettre sur le site web et je crois qu'il y a des liens pour vous joindre à notre communauté de pratique. Encore une fois, merci à tous et nous vous enverrons des nouvelles pour nos autres événements. Bonne journée.